Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir le célèbre, il n'est pas célèbre, mais c'est pas grave, en fait, vous allez voir ça, il est off des réseaux sociaux, Philippe Sarret, qui est une connaissance personnelle à moi, qui est directeur de l'Institut pharmacologie de l'Université de Sherbrooke. Il est également chercheur et sa spécialité, c'est la neurotransmission et la douleur. Il est également professeur titulaire et a son propre labo à gérer. Donc, c'est un homme très, très occupé qui travaille comme un fou. Oui, puis aujourd'hui, on a une belle discussion pour vous parce qu'en fait, on va parler de la crise des opioïdes, qui est encore un sujet d'actualité. On va aussi parler de la douleur en général, donc de sa provenance, des moyens peut-être pour la gérer. Et on va terminer, on va aussi discuter de comment bien gérer sa vie avec un certain équilibre, même si elle est chargée, on a beaucoup de choses à faire. Exact. Alors, pour faire face à ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à 1001 voies du succès. Bienvenue Philippe Sarret au podcast 1001 voies du succès. On est très content de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Absolument. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, moi je connais Philippe quand même depuis une dizaine d'années au moins. Un petit peu plus. Ouais, un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Il travaillait avec mon père, donc je connais tous les gens au laboratoire. Je connais tous les gens de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke. Moi, je connais tout le monde. Mais écoute, parlons un peu de. Je pense qu'on commencerait avec un peu ton parcours. Peux-tu nous décrire un peu d'où viens-tu initialement? Qu'est-ce qui t'a mené dans le domaine de la pharmacologie? Comment t'en es arrivé? En quelques points saillants, pas besoin d'être. OK. Ben, en fait, je te dirais que peut-être à l'accent, vous allez reconnaître que j'ai encore un accent français, comme toi, Paul, même si tu es né ici, je pense. Ouais. En fait, moi, j'ai fait mon doctorat, mon master et mon doctorat en France, à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, à Sophia Antipolis. Donc, juste pour situer un peu, c'est entre Nice et Marseille, sur la Côte d'Azur, avec le soleil. Donc, ça va vous donner un petit peu une idée pourquoi je suis venu au Québec. Pas du tout. En fait, donc, j'ai fait un doctorat en pharmacologie, beaucoup plus un doctorat, je dirais, à l'époque, c'était, ça remonte quand même à quelques années, hein, pratiquement 25 ans, un peu plus de 25 ans que j'ai commencé mon doctorat et puis je l'ai terminé en 2000. Et puis mon doctorat était orienté à l'époque sur la pharmacologie des récepteurs couplés aux protéines G, donc une famille de récepteurs intéressants d'un point de vue thérapeutique, parce que juste pour mentionner, ça représente environ 40% des médicaments à l'heure actuelle sur le marché, peu importe le domaine de recherche en question. Et puis, donc, j'ai travaillé sur cette famille de récepteurs, et puis, mais vraiment au niveau moléculaire, cellulaire, comprendre le mécanisme d'action de ces récepteurs-là pendant mon doctorat. Puis, j'ai voulu changer d'orientation à l'issue du doctorat et puis aussi, en même temps, découvrir le monde. Donc, je suis venu au Canada, à l'Institut neurologique de Montréal, donc à McGill, pour faire un stage postdoctoral. L'objectif étant plus spécifiquement de m'intéresser. J'avais toujours trouvé le cerveau quand même très mystérieux et je m'intéressais beaucoup plus au contexte de l'Institut neurologique, donc voir un peu comment fonctionne notre cerveau. Et puis, évidemment, notre cerveau est complexe. Il reste complexe même encore maintenant, 20 ans après. Ah oui. Et puis, je me suis plus spécifiquement intéressé à un contexte, le traitement de la douleur. Donc, comment la neurophysiologie de la douleur et de se développer. Et puis, donc, beaucoup plus la neuroplasticité, comment ça fonctionne quand on développe, on passe d'une douleur aiguë à une douleur chronique. Et donc ça a été pendant 5 ans mon stage de postdoctoral à l'Institut neurologique à McGill. J'ai eu l'opportunité de retourner en France. En fait, j'avais un poste à l'INSERM, donc qui est l'Institut national de la recherche scientifique en France. Un poste donc de recherche à vie là-bas. Et puis, quand je suis revenu, je dirais que donc d'un concours, à l'époque, c'était des concours dans le domaine des neurosciences. Je suis revenu à Montréal et puis ma femme m'a dit « Oh, mais est-ce que tu as vraiment envie de retourner en France? » On ne s'était jamais posé la question en tant que telle. Pour moi, dans mon esprit, on retournait en France. Ta femme aussi venait de France? Ma femme est française. Et puis là, quand elle m'a dit « Moi, je me sens bien au Québec. » Donc, ça a changé un peu la perspective. Donc là, j'avais déjà eu des offres d'emploi comme professeur, notamment à Sherbrooke. Donc,
Là, j'ai recontacté les personnes avec qui j'ai eu les premiers contacts et puis je leur ai pas laissé beaucoup de temps en fait pour prendre une décision parce qu'ayant un poste en France pour lequel j'avais besoin d'avoir une réponse en moins d'un mois, il fallait avoir une réponse rapide de la part de l'Université de Sherbrooke. On connaît comment est la complexité administrative des universités. Donc, mais ça a réellement pris 2 semaines. En fait, en 2 semaines, j'avais une offre de l'Université de Sherbrooke. Et puis, donc, finalement, j'ai sauté le pas et puis j'ai décidé de prendre une position à l'Université de Sherbrooke. Et avec une thématique de recherche qui concilie en fait ce que j'ai fait pendant mon doctorat, appliquer ce que je connaissais de la pharmacologie moléculaire et cellulaire pour l'appliquer à un domaine d'expertise en neurosciences, qui est le traitement de la douleur. Et puis, maintenant, je fais ce qu'on pourrait appeler de la neurophysiopharmacologie de la douleur, en combinant à la fois les expertises en physiologie, en neurosciences et en pharmacologie dans un domaine de traitement de la douleur. Puis ça, si on peut vulgariser un peu, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? La neurophysio. Exactement, c'est ça. C'est Qu'est-ce ça, que ça donc, veut dire? Pharmacologie, donc développement de médicaments. Physiologie, comprendre comment la douleur se développe, comment elle est transmise et comment elle se chronicise. Et puis, neurosciences, parce qu'évidemment, la douleur, on l'aperçoit de façon périphérique, mais elle va être transmise au niveau de la moelle épinière et puis elle va atteindre notre cerveau avec certaines structures cérébrales qui sont plus impliquées dans le traitement de la douleur. Donc, c'est pour ça les 3 composantes dans lesquelles je travaille. Puis, d'un point de vue plus physique, en fait, est-ce que ça serait possible d'expliquer un peu ce qu'est la douleur? Plus d'un point de vue vraiment mécanique, là, si on peut dire. Là. Oui, c'est une bonne chose, en fait, parce que quand on parle de douleur, on pense tout de suite à une douleur. Par exemple, si vous donnez... Tu casses la jambe. Tu casses la jambe. Si tu te mets la main sur une plaque chaude, ça va entraîner une réaction de chaleur. Mais la douleur psychologique, on l'oublie souvent quand on parle. Et puis, une douleur psychologique, il n'y a pas un stimuli externe comme un coup de marteau sur le doigt qui donne une pression sur la main, le fait de mettre la main sur une plaque chaude, ce qui donne le développement d'une douleur. Dans ce cas-là, c'est une douleur centrale qui se développe au cours du temps et qui est aussi une forme de douleur. Un autre exemple, on parle quelquefois, dans les différents types de douleurs neuropathiques. Par exemple, vous avez le nerf sciatique qui est coincé, ça va entraîner le déclenchement d'une douleur, mais il n'y a pas un stimulus continu, enfin un stimulus qui vient externe. C'est avec le temps, ça se chronicise, et puis c'est la constriction en fait du nerf qui fait on déclenche une douleur avec le temps. Donc, faut faire la distinction. Il y a différents types de douleurs, et puis justement, ce qui est important dans le traitement de la douleur, c'est d'être capable de classifier, catégoriser les différents types de douleurs parce que les traitements qui sont développés vont être différents en fonction du type de douleur. Et comment on traite une douleur psychologique? Parce que c'est facile, c'est pas facile, mais traiter, on se brise la jambe, ça me semble plus clair, le mécanisme. Mais une douleur psychologique, c'est difficile de voir la provenance. Comment est-ce qu'on traite ça? Est-ce que c'est du cas par cas? Comment on approche ça? C'est une bonne question, le cas par cas, parce que justement, il faut aller vers une médecine personnalisée pour le traitement de la douleur. Parce que, par exemple, vous avez des patients qui ne vont pas répondre à la codéine. Si on donne de la codéine à un patient. Codéine, c'est... La codéine se transforme en morphine dans l'organisme. Okay. Donc, on a des enzymes à l'intérieur de notre organisme qui vont transformer la codéine en morphine. Si vous n'avez pas l'enzyme en question, vous êtes, entre guillemets, résistant à la codéine. De la même façon, on pourrait parler du système endocannabinoïde, des cannabinoïdes. On a aussi un système endogène de régulation, comme pour les opioïdes, endogène. Donc, si on n'est pas capable de transformer, par exemple, la codéine en morphine, on devient résistant. Quand on dit quelquefois, il y a des patients qui ne répondent pas bien à la morphine, c'est une réalité. Donc, et puis, les mécanismes de régulation de la douleur sont aussi différents en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de l'ethnie. Donc, tout ça, il faudrait en tenir compte lorsqu'on met en place un traitement.
Et à l'heure actuelle, il y aurait éventuellement une prise en charge vraiment individuelle de chaque patient. À l'heure actuelle, c'est pas ça ce qui se fait. Dans le système de santé à l'heure actuelle, le gros problème pour le traitement des douleurs, c'est le temps d'attente. Il faut absolument intervenir rapidement pour éviter justement qu'une douleur va passer d'une douleur aiguë à une douleur persistante et chronique. Si on prend par exemple en douleur post-opératoire, beaucoup de gens subissent une chirurgie. Il faut absolument être en mesure d'évaluer correctement le niveau de douleur du patient pour adapter le traitement de façon adéquate. Parce que justement, si la douleur est bien traitée en post-opératoire, on a peu de chances de développer une douleur chronique. À l'heure actuelle, avec la problématique de la crise des opioïdes, les gens sont très résistants à prendre des opioïdes parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir dépendants. Mais à toute fin pratique, quand vous avez une douleur, c'est vraiment important de prendre un traitement adéquat de façon à éviter justement que la douleur qui est transitoire, qui est aiguë en post-opératoire, devienne chronique avec le temps. La crise des opioïdes, est-ce qu'on pourrais-tu nous résumer un peu cette problématique-là pour les gens qui écoutent? Parce que j'ai regardé un petit peu, mais c'est ça, j'aimerais savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi c'est une crise des opioïdes en ce moment? Peut-être, je vais retourner la question juste pour voir, c'est quoi pour vous la crise des opioïdes? Juste pour avoir la perspective, en fait. Okay. Moi, ce que je sais dessus, c'est qu'il y a des problèmes de dépendance aux opioïdes qui se développent et que c'est... Ce que j'ai vu, c'est que c'est plus présent aujourd'hui que ce l'était avant. À part ça, j'ai pas beaucoup plus d'informations. Oui, c'est ça. Dans certaines villes, plus particulièrement, là, j'avais vu, entre autres, à Vancouver, que c'était pire, où est-ce qu'ils ont fait des stations de désintox un peu, là, où est-ce qu'ils recevaient des patients qui étaient en surdose d'opioïdes, justement, puis pour les traiter. Mais c'est ça, la crise, genre, c'est pas une pénurie. Est-ce que c'est une pénurie ou c'est une surutilisation de certaines personnes de... Ouais. En fait, quand j'entends la réponse, et puis c'est là la problématique, c'est qu'on n'en parle pas assez. C'est nous. Non, mais je veux dire, on n'en parle pas assez dans la population pour essayer d'exorciser, je dirais, un peu qu'est-ce qu'est la crise des opioïdes. La crise des opioïdes est née vraiment aux États-Unis, dans un certain nombre d'États. Maintenant, c'est quasiment tous les États qui sont touchés par la crise des opioïdes. C'est maintenant rendu au Canada. L'Europe n'est pas encore affectée, mais c'est, à mon avis, juste une question de temps. Et c'est en fait, je pense qu'il y a aussi une question de mentalité au travers de ça. Les gens aiment essayer de nouvelles choses. La crise des opioïdes, il y a deux exemples. Il y a les gens qui ont développé une dépendance suite à une prise d'opioïdes pour des raisons médicales, mais qui l'ont suite à un traitement, donc ils l'ont poursuivi. Mais ce qu'on voit beaucoup plus maintenant, c'est que ça touche beaucoup des jeunes qui n'ont pas eu de douleur avant, qui n'ont jamais eu de traitement pour quelconque traitement opioïde et qui vont prendre, quand on parle de crise des opioïdes, c'est tout simplement que des gens vont prendre de la morphine, du fentanyl. Wow. Le plus grand risque, c'est quand c'est combiné à l'heure actuelle, c'est ça le plus gros risque, c'est combiné par exemple à la xylazine et puis aussi au carfentanyl. Alors juste pour donner une idée, quand on parle de fentanyl, le fentanyl, c'est 100 fois plus puissant que la morphine pour traiter la douleur, mais aussi évidemment les effets en général. Et puis, lorsqu'on parle de carfentanyl, c'est encore 100 fois plus fort que le fentanyl. Donc, on parle de 10 000 fois la puissance de la morphine. Alors, j'en témoigne. Moi, j'ai été aux urgences pour une blessure. Ils m'ont donné du fentanyl. Ça m'a pas... J'étais complètement... Mais c'est ça. C'est que, en fait, la xylazine et puis le carfentanyl, c'est utilisé normalement en médecine vétérinaire. Donc, par exemple, des gros animaux pour le carfentanyl. Mais là, le problème, c'est que pour une question de commerce, et puis ça se vend surtout à des prix, c'est nettement moins cher que l'héroïne, etc. Donc là, quand c'est mélangé avec autre chose, le problème, quand on parle de crise des opioïdes, c'est pas que les gens viennent dépendants. La première prise de ce type de médication peut vous amener à une surdose et à la mort directement, là.
forcément, puisque Wow. l'effet, la surdose de carfentanyl entraîne c'est pour ça qu'on parle vraiment d'une crise des opioïdes, c'est le nombre de décès immédiats. Les gens ne sont pas forcément dépendants, ils meurent après la première dose. Donc, C'est des jeunes qui essayent ça. c'est des jeunes. Et puis, j'entendais un reportage récemment aux États-Unis pour lequel il disait que c'est un réel fléau et on parle que dans les 10 prochaines années, un jeune de moins de 20 ans sur 4 décédera à cause de la crise des opioïdes. 1 sur 4? Donc, c'est un enjeu majeur pour notre société. Et puis, je pense que la pandémie n'a pas aidé non plus, étant donné que les gens ont été beaucoup plus anxieux. Il y a eu beaucoup plus de gens qui ont eu des problèmes psychologiques. Donc ça, essayer de retrouver d'être capable de se retrouver au travers de ça, je pense que ça, c'est une des raisons majeures, en fait, pour laquelle la crise... Et puis là, à l'heure actuelle, hein, si on regarde un petit peu, il y a la crise des opioïdes, il y a eu, évidemment, la crise de la COVID-19. Mm-hmm. Le contexte socio-économique n'est pas rose à l'heure actuelle avec l'inflation et puis la guerre en Ukraine, l'inquiétude par rapport au futur. Donc, ça affecte beaucoup plus les jeunes et ils essayent justement de se détourner de ça. Et puis, ça, c'est un risque. Donc, c'est vraiment un échappatoire un peu à ça. C'est un échappatoire. Ouais. Est-ce que ça, c'est, pour revenir à la douleur, est-ce que c'est considéré comme une douleur, ça, qu'on pourrait dire, par exemple, que les jeunes se cherchent une porte d'échappatoire? Est-ce que c'est une douleur plus... J'aurais tendance à dire que quand on développe de la douleur, on est évidemment, si vous regardez, vous avez connu peut-être dans vos familles respectives des gens qui avaient développé des douleurs et des douleurs chroniques. Les gens ont tendance à s'isoler, à être moins sociables. Forcément, il y a moins d'activité physique associée à ça aussi. Et puis, ça augmente les risques de développer de l'anxiété, de la dépression. C'est un cercle vicieux. Hein. Donc, et puis, à l'heure actuelle, on se rend compte que plus on est anxieux et dépressif, plus on a de chance aussi de développer de la douleur chronique, à l'inverse. Donc, ça aussi, c'est une grande inquiétude. On se rend compte que les gens sont de plus en plus anxieux dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a un risque, évidemment, aussi à développer une douleur chronique dans le futur. Donc, c'est vraiment... J'aurais une question par rapport à l'anxiété. Tu sais qu'on est de plus en plus anxieux. Oui. Et j'imagine qu'on vit aussi, j'ai l'impression j'ai souvent entendu ça par rapport aux jeunes. Tu sais, les jeunes sont... Mais pourquoi est-ce qu'on est de plus en plus anxieux? C'est quoi la cause de ça? C'est le monde qui va de plus en plus vite? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que mon avis personnel, là, aussi, hein, j'ai l'impression que les jeunes se mettent beaucoup plus de pression aussi de performer. Et puis, ça devient un niveau de compétitivité élevé dans un contexte socio-économique pas facile où on a vécu différentes situations qui ne sont pas évidentes. C'est sûr que la COVID, l'isolement, là, le contexte économique n'est pas favorable. La perspective de conflit mondial, il ne faut pas se le cacher non plus, aide pas non plus. Donc, je pense qu'il faut essayer de relativiser ça parce que malheureusement, si on focalise là-dessus, ce n'est pas la solution. Là. Puis ça ne passerait pas par par la pharmacologie, cette approche-là de traiter la douleur. Mais par exemple, sans parler de traitement de la douleur par les cannabinoïdes, donc le cannabis, il y a une prise qui a augmenté dans toutes les tranches d'âge avec la légalisation, mais elle est encore plus prépondérante, cette consommation chez les jeunes. Pourquoi? Est-ce que c'est justement pour essayer de déconnecter un peu de la réalité, se calmer? Je ne sais pas. C'est une bonne question, mais depuis le début, il y a une question qui me trouble un peu. D'un point de vue évolutif, à quoi sert la douleur chronique? La douleur chronique, elle sert vraiment à rien d'un point de vue évolutif. Ressentir la douleur, c'est important. Je veux dire, c'est un système d'alarme pour notre organisme, hein, d'être capable de ressentir la douleur. Comme on disait tout à l'heure, là, mettre la main sur une plaque chaude à une réaction de chaleur, ou de se retrouver
être capable d'avoir une réaction de peur face à un danger. Tout ça, c'est important d'être capable de réagir dans ces conditions-là. Ressentir la douleur aiguë, c'est important et c'est nécessaire pour pouvoir réagir et intervenir. Par contre, quand la douleur passe d'une douleur aiguë à une douleur chronique, donc quand on parle de douleur chronique, si on parle selon la définition de la Société internationale de la douleur, c'est environ 3 mois. Quand une douleur persiste au-delà de 3 mois, on considère qu'elle est chronique. Donc, ça n'a aucune finalité biologique. Là. C'est, je dirais, une dérive de notre système. Et puis, une chose qui est bien importante, avant, quand on parlait de douleur, on disait la douleur est la conséquence, par exemple, quand on développe une douleur diabétique, neuropathique, donc c'est la conséquence du diabète, ou on parlait d'un trauma crânien ou d'un problème ou d'une migraine ou des choses comme ça. De plus en plus, la douleur est considérée comme une maladie en soi. C'est déjà, et puis ça, le concept est de moins de 10 ans, là. Donc, on évolue aussi dans notre façon de voir les choses. Donc, la douleur n'est pas la conséquence de quelque chose d'autre, c'est quelque chose en soi. Donc, on peut déclencher une douleur par soi-même. J'avais une question un peu funky. Là, j'ai enfin quelqu'un à qui je peux la poser. T'as vu le film Les Intouchables? Oui. Le mec qui est paralysé dans sa chaise. En tout cas, lui, à un certain moment du film, il vit des douleurs fantômes. Des douleurs, c'est quelqu'un qui a plus son bras, mais il le sent et il a mal au bras. Je voulais comprendre comment c'est possible, ça. Parce que ça me semble défier tous les sens de la logique de ce qu'on connaît. Tu ressens une douleur à un membre qui n'existe plus. Comment c'est possible? Tout à fait. Ça, c'est là où on se rend compte que la douleur n'est pas simplement représentée par les terminaisons nerveuses, les nerfs qui conduisent au cerveau, mais la douleur est aussi centrale. Donc, il y a des structures cérébrales dans notre cerveau qui nous font penser justement qu'on a encore le bras qui est présent. Justement, il y a beaucoup de thérapies qui existent. Ça s'appelle, je ne reviens plus sur le terme exact, mais en fait, la thérapie miroir, où on va justement essayer à travailler la plasticité cérébrale du patient pour que justement cette douleur fantôme disparaisse. Donc, on travaille, en fait, on essaye de déjouer notre propre cerveau, de lui faire croire quelque chose d'autre. C'est fou à quel point c'est dans la tête. Oui. Ah oui, ça c'est... Et puis, oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a des manières... Bon, en ce moment, il y a une petite tendance un peu au naturel. Il y a beaucoup de podcasts comme Andrew Huberman, par exemple, je ne sais pas si tu connais, là, mais en tout cas, que justement, ils prônent pour un style de vie quelconque pour améliorer les taux de dopamine dans le corps, sécrété ou peu importe. Est-ce qu'il y a une façon un peu plus naturelle, non pharmacologique, par exemple, de traiter la douleur? Est-ce qu'il y a une façon, par exemple, si quelqu'un ressent de la douleur, de se conditionner un petit peu à la réduire de manière... Tu sais, si la douleur vient de la tête, est-ce qu'on peut continuer la tête à réduire la douleur? Est-ce que tu parles de la personne que j'ai vue qui veut rajeunir et puis qui prend 50 ou 60 pilules le matin, le midi et le soir? Il se nourrit que de pilules, c'est ça? Non. Je pense pas que c'est... Non, c'est pas la même personne parce que c'est quelqu'un qui prend tout un régime particulier aussi pour ne plus vieillir. Donc, à toute fin pratique, ils font des reportages là-dessus. Aussi, ça, c'est, à mon avis, un enjeu majeur. C'est lui, la crise des opioïdes. Non, mais je pense que c'est un enjeu majeur, en fait, aussi, les enjeux des médias, des sociaux, des réseaux sociaux, etc., qui dispersent dans l'information, qui peut parfois être erronée. Mais cet exemple-là de quelqu'un c'est quelqu'un qui est milliardaire, il dépense 1 million ou 1,5 million par année avec un régime très strict, il prend mais sérieusement plus d'une trentaine de médicaments, en plus même des amaigrissants et puis plein de choses qui sont, à mon avis, c'est même pas un régime cétone, c'est vraiment un régime particulier quasiment, qu'avec des cachets, puis il veut vendre l'idée que son corps ne va pas vieillir avec ce régime-là. On s'entend, là, malheureusement, lutter contre le vieillissement, ça va être difficile. Il va peut-être gagner quelques années en faisant de l'exercice, parce qu'il fait beaucoup d'exercice, mais je pense pas qu'il va vraiment
pas mourir de vieillesse comme tout le monde. Là. Donc, mais je suis curieux par rapport à ce que Charles a posé, comment on prévient la douleur de manière naturelle? Ben, c'est justement ça qu'on disait tout à l'heure, notre système de défense personnelle. Donc, c'est important d'être capable d'avoir un système qui est fonctionnel. Par exemple, si on prend, il y a des patients qui ont des mutations sur certains gènes. On rentrera peut-être pas dans le détail de certains canaux ioniques qui sont importants dans la régulation de la douleur. Et ces gens ne ressentent pas certaines formes de douleur. Et puis, par exemple, s'ils prennent leur main, ils la mettent sur une plaque chaude, ils vont ressentir aucune réaction. Ils vont même pas pouvoir avoir le réflexe de retrait de la main. Donc, on s'entend. Ils vont avoir, s'ils laissent la main à cet endroit-là, ils vont avoir une brûlure au 3e degré. Et puis, il y a un risque d'infection. Souvent, en fait, ces patients-là vont avoir une durée de vie qui est beaucoup plus réduite. Donc, ça montre clairement l'importance d'être capable de réagir et de ressentir la douleur. Après, chacun va la ressentir de façon différente. Les hommes et les femmes ont une perception différente de la douleur. Quelqu'un qui va à la guerre aura une définition de sa douleur. Le seuil de douleur va probablement pas être le même que chez quelqu'un qui travaille dans un bureau. Donc, il y a toute cette façon de faire qui est vraiment importante. Et puis, quand on traite la douleur, c'est vraiment important de savoir quel est le niveau de douleur pour adapter le traitement à la condition du patient. Et ça, c'est pas facile à l'heure actuelle parce que si je vous pose la question, c'est quoi l'appareil qu'on utilise pour évaluer la douleur? Vous allez me répondre quoi? Il n'y en a pas un. Moi, dans la tête, c'est une feuille de papier puis une échelle de 1 à 10. Mais je sais pas. Moi, c'est quand on me dit, là, t'es sur un 10, là, t'es-tu à... Exactement. C'est juste ça. On utilise une réglette de 0 à 10. 0, c'est pas de douleur. 10, c'est la douleur la plus intense. Chez les enfants, on va utiliser avec des bonhommes sourires. Chez les personnes âgées, on a différentes... Mais au final, on n'est pas capable de mesurer la douleur physique en tant que telle. Si j'ai un problème cardiaque, je vais avoir un électrocardiogramme. Si j'ai un problème de tension, je peux prendre ma pression artérielle. Pour la douleur, on va utiliser tout simplement une petite réglette d'évaluation de la douleur. Et on adapte le traitement du patient uniquement basé sur ce que le patient va donner comme réponse. Ça, c'est un enjeu majeur parce que, par exemple, si vous êtes infirmier ou infirmière, au chevet d'un patient, le patient, vous lui demandez d'évaluer sa douleur. Si la famille est autour du patient, le patient ne va pas avoir la même réponse que s'il est seul avec l'infirmier ou l'infirmière. Ouais. Donc ça, et puis ça, c'est important parce que on ne va pas donner le bon traitement au patient s'il ne donne pas une bonne évaluation de sa douleur. Mais même lui, le patient, dans quelle mesure, entre un 5 et un 7, il va être capable de faire la différence. Même moi, en tant que chercheur, j'aurais du mal à évaluer ma propre douleur. Basé sur quoi? Donc, c'est très subjectif comme évaluation. Il n'y a pas de mesure physique. Là. Puis, est-ce qu'il y a une façon de le mesurer de manière aucune manière de le mesurer objectivement? À l'heure actuelle, c'est ça le réel enjeu. À l'heure actuelle, est-ce que, pensons, là, on va se donner 2000 ans de progrès. Est-ce qu'un jour, on sera capable de mesurer la douleur? Dans le fond, on aura un appareil qui va nous dire, bon là, toi, tu vas être comme, je suis un 7 sur 10, l'appareil va dire, là, t'es à 40% de douleur, tu vas te calmer, là, c'est pas... Est-ce que ça va-tu arriver? On aimerait bien. Écoute, c'est dans il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus, dans ce contexte-là. Moi, je suis pas vraiment dans ce domaine-là, mais c'est un domaine vraiment important aussi pour, justement, on parle de 20% de la population mondiale qui est atteinte de douleurs et douleurs chroniques. Donc, et puis, à savoir que il faut savoir aussi que 70% des patients qui consultent, souvent, que ce soit aux urgences ou un médecin, c'est pour des problèmes de douleur. Donc, et puis, on n'est pas capable de donner aux médecins les outils nécessaires pour évaluer de façon adéquate la douleur. Donc, c'est un enjeu majeur à l'heure actuelle. Moi, je dériverais, à part si tu as d'autres questions sur le sujet, mais je dériverais j'avais une question. Tu es une personne extrêmement occupée dans la vie. Ça saute aux yeux. Fait que tu es le directeur de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke présentement. Tu as ton laboratoire. Tu es professeur titulaire, j'imagine, oui, à l'Université de Sherbrooke également. Comment ça ressemble à quoi ton quotidien? Comment tu trouves du temps pour toi? Comment tu équilibres là-dedans?
C'est fou. C'est vrai que c'est toujours un enjeu d'essayer d'équilibrer la vie familiale et en même temps le travail. Mais je pense que c'est important à essayer de se trouver un équilibre. Moi, personnellement, mon équilibre, c'est le sport. Je veux dire, même si je suis complètement débordé, s'il y a une chose sur laquelle je ne couperai pas, c'est les activités physiques. Là. Parce que c'est un exutoire. Et puis, en fait, je me rends compte au final que quand je vais faire du sport et que je reviens, que je me remets à travailler après, hein, quand on est sur l'adrénaline, on a tendance à pas pouvoir dormir. Donc, je me remets souvent à travailler après avoir fait du sport. Et on est souvent, enfin moi personnellement, je suis beaucoup plus productif que si j'avais continué toute ma journée et d'avoir pas fait de sport au milieu de ça. Donc, c'est important, je pense, de garder cet équilibre-là. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais je pense que c'est ça qui est important. Parce que le sport, la question m'est venue, parce que là, on parlait de douleur tantôt, là, mais quand on fait du sport, on ressent un inconfort. Ça, c'est pas de la douleur, on s'entend. C'est différent. Ça, c'est une bonne douleur. C'est une bonne, c'est ça, exactement. Parce que ça parce que ça Sauf pousse le lendemain matin, quelquefois, c'est plus dur à se lever. Mais... Oui, c'est ça. Parce que ça pousse à l'adaptation. Donc, la douleur à ce moment-là est différente. OK, non, c'est bon. Je me remets en tête. OK, parfait. Génial. Mais oui, c'est ça. Donc ton horaire dans une journée normale, c'est le sport, est-ce que tu le fais plus le matin, le soir? Non, le soir. Le soir? Oui, non. Le soir, en fait, juste pour donner une idée, les journées commencent à 7h, 7h30 et puis se terminent le soir à 7h, 7h30. Le sport est à 9h et puis je me remets à travailler la plupart du temps jusqu'à 2h, 2h30 du matin tous les soirs. Là. Puis 5 heures de sommeil? Oui, 5 heures de sommeil, oui, c'est ça. Depuis combien de temps? 5 heures de Depuis sommeil? toujours. Depuis toujours? 5 heures de sommeil depuis toujours? Oui, ça c'est vraiment le maximum, là, 5 heures. Ah ouais? Et c'est, visiblement, t'es encore là. Donc, c'est... Ouais. Parce que, tu sais, moi, j'entends des trucs, c'est comme, moins de 6 heures, c'est pas viable, c'est jamais viable, mais comment tu fais? Je sais pas, c'est un rythme. Hein, je veux dire, il y a des gens qui ont besoin de 10 heures de sommeil, d'autres ont besoin d'un peu moins d'heures de sommeil. Donc, écoute, c'est le quotidien. Là. Et pourquoi est-ce que tu passes autant de temps, comment dire, parce que j'imagine la grosse majorité de ta journée, c'est du travail... dans ce que tu fais dans ton domaine, tu as ton travail, tu commences à 7h, 7h30, tu as ton sport le soir, puis là, tu te remets à travailler. Comment? Est-ce que c'est de la motivation? Est-ce que c'est de la discipline? Qu'est-ce qui drive le fait de travailler 12 heures par jour? La passion. La passion. La passion de la recherche, en fait. Je pense que c'est ça le plus... s'il y a un message aussi, peu importe le domaine, là, je veux dire, je pense que c'est important qu'on soit en recherche ou dans n'importe quel domaine, que ce soit en droit, que ce soit en génie. Je veux dire, la première motivation, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Enfin, moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes dans leur carrière, là, je veux dire, vous allez le faire probablement peut-être pendant 40 ans. Je pense qu'il faut faire quelque chose qu'on aime. Si tous les jours, vous travaillez 8 heures à 10 heures par jour à faire quelque chose que vous n'aimez pas, ça va être long. Donc, je pense que ça, c'est un enjeu. Moi, je le fais par passion. Je ne compte pas mes heures. Si je comptais mes heures... ce serait ridicule. Il t'arrêterait. C'est ça, je veux dire. Après, je pense que la passion, la motivation d'arriver à trouver quelque chose là, dans le domaine de la recherche sur la douleur, c'est une motivation principale. Là. Comment en fait, vas-y, Charles. Ouais, non, mais c'est bon. Puis cette passion-là, comment est-ce que tu l'as trouvée à la base? Est-ce que ça s'est arrivé comme ça, puis tu as décidé de suivre ou qu'est-ce qui s'est passé? Moi, en fait, si on remonte à quand j'étais jeune, là, ma motivation, c'était vraiment d'aller faire de la recherche. Depuis le début, je voulais aller en recherche. Je voulais aller en recherche en neurosciences. J'ai commencé par un doctorat en pharmacologie. C'était peut-être pas forcément l'orientation au départ, mais dans l'endroit où j'étais, c'était plus orienté pharmacologie. Et puis, mais j'ai toujours été intéressé par de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau. Bon, j'ai pris une orientation plus dans le contexte de traitement de la douleur, ça reste le fonctionnement cérébral, mais c'est depuis que je suis jeune, en fait, depuis j'ai 12-13 ans, là, ça a déjà toujours été une passion les neurosciences. Là. C'est drôle, moi, parce que moi, je me rappelle 12-13 ans, peut-être plus 8-10 ans, il y avait 3 trucs, il y avait policier, pompier, docteur. À part ça, je connaissais pas les autres carrières du monde. À 12-13 ans, je peux pas imaginer être comme moi, je veux aller en recherche.
comment est-ce qu'à 12-13 ans, t'es comme, ma passion, c'est la recherche ou je veux aller dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y avait un mentor? Est-ce qu'il y avait une... Non, idée? pas du tout. Non? Parce que dans la famille, dans ma famille, il n'y a pas de scientifique. Donc, j'aurais je veux juré. dire, il n'y en a aucun qui m'a donné cette motivation-là d'aller en recherche dans les neurosciences. Quelle est la source? Je sais pas. Je pense que c'est plus en regardant certaines émissions, en fait, à la télé, un peu comme les émissions ici, comme Découverte, là, qui m'ont fait découvrir un peu les sciences. Et puis, j'ai souvent été abonné à des revues de sciences aussi, là, quand j'étais jeune. Au départ, ce n'était pas forcément les neurosciences qui m'intéressaient, mais en lisant les différents domaines, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait le plus, c'était la physiologie, la biologie et puis les neurosciences. Même si au final, j'étais meilleur en maths et en physique, je suis allé en bio. Donc, c'est intéressant. Puis, tu as mentionné, ce qui me motive, entre autres, c'est de faire des avancées ou de trouver des choses actuellement. Qu'est-ce qui est sur la planche à découper? Là? Qu'est-ce qui est sur la planche de travail en ce moment-là? C'est quoi les... Je dirais qu'il y a deux éléments. Il y a d'une part, comme on l'a dit tout à l'heure, la complexité du cerveau, donc d'être capable de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment la douleur est transmise, transformée, intégrée au niveau central. Donc là, il y a le côté physiologie de la douleur qu'il faut mieux comprendre, parce que pour mieux traiter, il faut mieux comprendre comment fonctionnent les mécanismes de régulation de la douleur. Et puis, évidemment, je suis dans un institut de pharmacologie, donc notre objectif, c'est la découverte et le développement de médicaments, donc la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques, mais aussi le développement de médicaments. Donc, un intérêt donc dans le laboratoire, on va de la synthèse de molécules jusqu'à leur validation au niveau préclinique. Donc, et puis évidemment, je dirais que ma carrière sera réussie lorsque j'aurai mis 1 ou 2 médicaments sur le marché qui fonctionneront pour le traitement de la douleur. C'était ambitieux, mais... Tu ne nous avais pas mentionné qu'il y avait une motivation, je ne sais pas si c'est un lien, tu me diras si ça n'a pas rapport ou pas, mais une motivation sous-jacente qui venait de ta mère à ce niveau-là. C'est vrai, en fait... D'ailleurs, c'est une douleur un peu particulière pour laquelle je me suis intéressé à développer des modèles justement précliniques pour pouvoir étudier justement ce type de douleur. Là, on parle de douleur osseuse. Donc, la douleur osseuse, quand on développe un cancer, que ce soit le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du poumon, il y a de grandes chances qu'il y ait des métastases qui se développent au niveau des os. Et la douleur osseuse, en fait, c'est une des douleurs les plus douloureuses qu'on peut ressentir, et qui est une des plus difficiles aussi à traiter parce qu'il y a une composante à la fois inflammatoire et une composante neuropathique. Quand on parle de douleur neuropathique pour le cancer des os, c'est parce que quand une tumeur pousse à l'intérieur de l'os, il faut le savoir, l'os est très, très vascularisé, très innervé. Donc, quand la tumeur grossit, elle va faire une pression sur les nerfs et puis une pression sur les vaisseaux. Ça va créer, comme quand vous avez une sciatique, là, une douleur lombaire, ça va faire une compression dans l'os sur les nerfs ou sur les vaisseaux. C'est ça qui va créer une douleur neuropathique. Puis évidemment, quand la tumeur pousse, il y a une réaction de notre système immunitaire, donc une réponse des cellules de l'organisme, donc une réaction inflammatoire. Donc il y a 2 composantes dans une douleur cancéreuse osseuse, une composante neuropathique et inflammatoire. Et là, comment vous traitez ça? Avec un anti-inflammatoire ou avec de la prégabaline, par exemple, qui est utilisée pour les douleurs neuropathiques? Aucun des deux fonctionne. Donc, et puis, oui, c'est terrible. Là, c'est même pas la peine de demander au patient quel est le niveau de douleur. Le niveau de douleur, il est extrêmement intense. Donc, je pense que c'est une des motivations qui m'a amené à travailler plus spécifiquement, pas forcément sur la douleur, mais sur la douleur cancéreuse, de développer une partie de mes projets sur cette thématique-là pour des raisons personnelles et familiales. Et j'ai eu aussi, au tout début de ma carrière, une étudiante qui était dans le laboratoire. Elle avait fait sa maîtrise et puis elle voulait absolument pas faire de doctorat. Et puis, à la fin de sa maîtrise, elle est venue me voir en me disant j'aimerais continuer quand même au doctorat, même si j'avais dit que je ne voulais pas, parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse. Le laboratoire vient de développer un modèle justement de douleur cancéreuse osseuse. Pour des raisons personnelles et familiales, elle aussi était intéressée à vouloir travailler sur ce domaine-là. Donc,
comme quoi la motivation personnelle, et puis je pense que c'est... Le gut feeling, ouais, la je passion. pense que ça, c'est une motivation importante aussi dans la recherche. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a tellement de choix, options ouvertes. C'est très difficile. Je ne sais pas si c'est les plus qu'avant parce qu'il y a peut-être moins d'options qui étaient ouvertes aux gens, mais j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui ont vraiment de la difficulté à déterminer ce qu'ils veulent faire dans la vie. Il y a tellement de bruit. Ça va tellement vite. Il y a tellement de distractions. C'est très difficile de centraliser sur « Ah, ma passion, c'est ça. Ouais. » Comment faire, en fait? Comment être aussi certain à 12-13 ans que tu veux aller en recherche? Mais je veux dire, en fait, je le vois même encore maintenant, j'ai des étudiants qui sont à la maîtrise ou au doctorat, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans leur carrière. Et puis c'est correct aussi, il ne faut pas être angoissé non plus par le fait que tu n'as pas encore choisi ta voie. Et comme je disais, choisis-la bien parce que tu risques de la faire pendant un certain nombre d'années. C'est vrai que tu peux bifurquer, mais tu vas toujours quand même être dans un domaine assez connexe à ce que tu auras fait. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps quand même si c'est à 25 ans que tu prends ta décision d'aller dans telle voie ou dans telle voie, ben c'est correct aussi. Là, je pense que les jeunes se mettent beaucoup de pression. Et puis, un des phénomènes qui, à mon avis, est problématique, c'est les réseaux sociaux. Les gens se parlent au travers beaucoup des réseaux sociaux. TikTok, on l'a mentionné tout à l'heure, les Facebook, les Instagram, les whatever. Là. Ça, je suis même peut-être vieux jeu en parlant de Facebook, Instagram. Moi, personnellement, je n'ai pas tous ces trucs-là. J'ai rien de tout ça. Même pas Facebook? Non, même pas Facebook. Pour la simple... Et puis, vous seriez surpris du nombre de chercheurs qui n'ont pas Facebook. Mais moi, mon côté personnel, quand je veux parler à quelqu'un, ben, je vais aller le voir. Je préfère le contact direct plutôt que le contact interposé via des réseaux sociaux. Je sais bien que c'est pratique, mais ça reste que je trouve que c'est peut-être un enjeu. Là, on le voit de plus en plus. Ça arrive combien de fois? Je le vois même encore avec des étudiants qui sont aux études supérieures. Ils se parlent, ils sont assis l'un à côté de l'autre, mais ils se textent. Je veux dire, ils sont à côté de l'un de l'autre. Je veux dire, parlez-vous. Pourquoi vous vous textez? Non, mais je trouve que c'est un enjeu sociétal, ça, aussi. Là. Et puis, la COVID n'a pas amélioré les choses. Les gens ont été obligés de trouver à être capables de s'occuper quasiment tout seuls parce qu'ils étaient confinés chez eux. Donc là, les réseaux sociaux ont peut-être aidé là, à ce moment-là. Là. Mais je pense qu'on est trop resté là-dedans maintenant. C'est que de temps en temps, ça serait bien de socialiser en dehors que des réseaux sociaux, le réel contact des personnes. En socialisant pas, en manquant ce contact-là, ça devient... I guess on reste dans la distraction un petit peu. C'est difficile de focaliser sur ce qui est important, sur tes passions, de trouver tes passions. De trouver tes passions. Ouais. Puis de savoir ce qui te drive. Parce que... Et aussi, en fait, savoir ce qui te drive. J'avais une autre question pour toi. Parler dans le micro. Y a-tu un moment dans ton parcours où t'as tout remis en question? T'étais comme... Ou est-ce que t'étais pas... Ou est-ce que tu t'as considéré un autre domaine où t'étais comme... je sais plus ce que je fais. Ou t'as vraiment... Disons, t'étais pas sûr d'où tu t'en allais. Tu t'es posé cette question-là. Je dirais pas ça. En fait, quand j'étais jeune, là, je faisais beaucoup de ce qu'on appelle le football en France, le soccer au Québec. Là. Ouais. Je jouais dans une équipe semi-pro. Donc, je me dis, peut-être que c'est peut-être une voie de carrière potentielle aussi. Mais j'ai très vite déchanté parce que je me suis dit, de toute manière, on ne fait pas une carrière de 30 ans dans le sport. Là. Et puis, il y en a très peu d'élus. Donc, et puis, je trouvais que l'avenir était plus dans les sciences que dans le sport. Mais je pense pas que... J'ai jamais remis en question, en fait, toute ma carrière là, en recherche, là, à savoir si j'allais aller faire autre chose. Non, ça, pas vraiment. Je me poserai peut-être la question dans quelques années, je te dirais, parce que je trouve que le système de la recherche à l'heure actuelle est de plus en plus lourd en termes de gestion administrative. Donc, ça, c'est peut-être un enjeu parce qu'on passe de plus en plus de temps à faire de l'administration de la recherche que faire de la recherche en tant que telle. Donc, ça peut-être être un enjeu de me dire, OK, le jour où j'aurais pu assez de temps pour mettre l'énergie dans la recherche, où je serais trop accaparé par autre chose que tout ce qui
gravitent autour de la recherche, peut-être que là, je me poserai la question si vraiment c'est dans cette voie que je veux continuer, mais pour l'instant, ça va encore. Et pourquoi tu avais mentionné l'affaire de la bureaucratie entourant la recherche. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Pourquoi est-ce que c'était différent avant? Est-ce qu'il y a un manque de fonds, un manque... Non, je pense que c'est... et puis ça, c'est pas mal mondial. Là, par exemple, à l'heure actuelle, pour les approvisionnements en recherche, pour les équipements, on est dirigé par le Conseil du Trésor, par exemple, qui prend des décisions pour le fonctionnement. Hein, on l'a vu. Et la simple raison, c'est qu'il y a eu tellement de corruption dans le domaine public. Hein, on l'a vu avec la commission Charbonneau, des choses comme ça, que là, on resserre de plus en plus d'un point de vue administratif, au niveau financier, au niveau ressources humaines, etc. Et puis, on se bureaucratise beaucoup trop, ce qui fait que ça alourdit le système et puis ça limite les capacités en recherche, justement. Donc, ça, c'est un enjeu. Je trouve que c'est un enjeu majeur. Parce que tous les papiers de recherche, là, par exemple, les jeunes au collégial ou au cégep, en sciences nat, ils font des recherches, par exemple, sur Google Scholar. Souvent, les articles sont payants. Mais est-ce que vous recevez des ristournes de ces articles-là? Par exemple, quelqu'un du public le paye ou quelque chose? Ça c'est un enjeu, en fait, entre les maisons d'édition, les publishers, et puis pour faire de l'argent. Mais à l'heure actuelle, on s'en va plus vers le open science, justement, pour faciliter l'accès de la recherche au grand public. Et puis, je pense que c'est important parce que on travaille avec des fonds publics. Il faut qu'on puisse retourner vers la société et puis démontrer l'utilité. Je pense que l'exemple de la COVID-19 a été un bon exemple. La collaboration en recherche, aussi bien entre l'académique et l'industrie, on n'aurait jamais pensé qu'en l'espace de moins d'un an, on aurait été capable de faire des vaccins qui marchent et puis de les faire approuver aussi rapidement, parce qu'il fallait les faire approuver dans un délai aussi court. Donc, on se voit qu'on a quand même en recherche les capacités de pouvoir réagir rapidement à certaines conditions pandémiques comme celle-là. Donc, c'est important de pouvoir le faire. Je pense que dans le futur, il faut qu'on ouvre encore plus, parce que là, ça a été la mise en commun des choses. Toutes les publications COVID-19 étaient ouvertes à tout le monde pouvait les consulter. Ce n'était pas une compétition, c'était une collaboration. Et de plus en plus en recherche, il faut aller dans ce domaine-là. La compétition, là, je veux dire, moi, j'ai toujours eu cet esprit-là, de collaboration plutôt que de compétition. Parce que c'est ça, puis aussi dans le domaine informatique, il y a beaucoup de ça, là, tout ce qu'on a, les open source, où est-ce que les programmeurs mettent publiquement leur programme, ou du moins ce qu'ils ont construit. Ça vient un petit peu avec l'autre question que j'avais. Est-ce que, pour vous, dans le domaine de la recherche, l'intelligence artificielle est un allié? Est-ce que ça l'ajoute de la valeur? En quoi est-ce que ça l'a impacté un peu votre domaine, ou est-ce que ça l'a impacté tout court? Un sujet d'actualité en ce moment. Hein. Oui. Beaucoup. L'intelligence artificielle, je collabore d'ailleurs avec Yoshua Bengio dans certains domaines, donc on en a entendu parler récemment. Yoshua Bengio, qui travaille au Mila, c'est une des personnes les plus reconnues dans le domaine de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, qui prône actuellement en disant « Oh là, il faut mettre un holà sur l'intelligence artificielle parce que il risque d'y avoir une dérive, il faut que ce soit encadré de façon correcte. » C'est toujours pareil, hein, derrière la machine, il y a l'homme, je dirais, moi. Donc, le gros enjeu à l'heure actuelle de l'intelligence artificielle, si on l'utilise à bon escient, c'est une bonne chose. Si on l'utilise à mauvaise escient, c'est une mauvaise chose. J'entendais par hasard, justement aujourd'hui, un reportage sur l'intelligence artificielle pour les réseaux de pornographie infantile. On utilise ça à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, à mauvais escient, bien évidemment, pour ce type de domaine. Par contre, pour mon domaine d'intérêt, le développement du médicament, d'utiliser l'IA pour justement améliorer le processus de développement du médicament, je pense qu'à des fins thérapeutiques, s'il y a un intérêt intéressant de ce côté-là. Mais évidemment, il y a toujours le revers de la médaille. Hein. Il y a toujours une bonne chose et une mauvaise chose qui vient avec tout. Là. Donc,
Je dirais, je pense que l'enjeu principal là, de l'intelligence artificielle, ça va être d'essayer de ne pas se faire dépasser, si ce n'est pas déjà trop tard, par justement l'intelligence artificielle, d'être capable de l'encadrer, de le contrôler. Et puis, je ne sais pas si votre question suivante, ça va être pour parler de ChatGPT, mais On en parlera, c'est sûr. mais c'est certain que ça aussi, je veux dire, ça peut être un outil, mais est-ce qu'il faut l'utiliser dans le domaine de l'enseignement ou pas? Je trouve que ça peut être utile pour faire des travaux, mais il faut que ce soit déclaré que ça a été fait par ChatGPT ou pas. Je veux dire, et puis, je trouve que c'est important aussi d'être capable de penser par soi-même quand on est... Est-ce que l'intelligence artificielle nous nuit à notre capacité de penser par soi-même, de faire une pensée spontanée, originale? Moi, je pense personnellement que oui. Là. Je pense que ça peut brimer le développement personnel si on utilise toujours l'intelligence artificielle pour Faire tout. pour faire tout. En fait, c'est une forme de... Mais n'est-ce pas qu'elle nous libère pour faire d'autres choses plus importantes? Elle s'occupe des formalités administratives. Ouais, pas forcément, je pense pas. Mais Ah non? je trouve que c'est une forme de paresse d'utiliser pour certaines situations l'intelligence artificielle personnellement. Ouais. Est-ce que tu utilises ChatGPT? Non. Non. Je l'ai même jamais essayé. En fait, je l'ai essayé une seule fois avec un collègue. Il a mis mon nom dans le système pour savoir ce que ChatGPT allait sortir sur moi. Et puis, il s'est trompé parce que je ne suis pas prof en Californie. Okay. Donc, il y a des erreurs aussi dans le système. Il ne faut pas toujours croire. On confirme. Il est à Sherbrooke. Bel et bien à Sherbrooke. Mais je me demande à l'avenir, parce que tu sais, si on dit qu'on est déjà dépassé par l'intelligence artificielle et que non seulement il y a le mauvais escient du fait que il y a les utilisations en mauvais escient qu'on ne peut pas arrêter, mais il y a aussi le bon escient qui évolue. Vers où on se dirige avec ça? Est-ce qu'on se dirige vers une société de paresse ou est-ce que tout ce qu'on fait, c'est fait par l'intelligence artificielle, puis nous, on est juste là à scroller sur TikTok ou même ça, c'est... Vers quoi on se dirige avec tout ça? Est-ce qu'on se dirige vers des progrès incroyables comme certains visionnaires essayent de nous inspirer ou est-ce qu'on se dirige vers la fin de la société, vers la fin de la pensée originale, vers la paresse totale, l'éradication de l'homme? Là, je vais un peu loin, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, je dirais c'est un peu comme dans tout progrès, hein, que ce soit, par exemple, si on prend la conquête de l'espace à un moment donné, là, tout le monde voyait la conquête de l'espace, ça va être intéressant de voir est-ce qu'on est capable de se rendre sur la Lune. Maintenant, c'est détourné pour d'autres fins. Est-ce qu'on met des satellites pour espionner d'autres pays ou des choses comme ça? Et là, c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Si on est capable de l'utiliser pour de bonnes choses, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser, par exemple, pour réduire, pour améliorer, on parle beaucoup d'environnement durable. Bon, est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer justement notre quotidien, notre bien-être sur la Terre? Dans ce cas-là, la réponse est clairement oui. Maintenant, malheureusement, on le voit aussi en ce moment, hein, on utilise l'intelligence artificielle au travers des drones pour aller espionner d'autres pays, et puis on utilise ça aussi pour s'infiltrer dans des différents systèmes informatiques, des banques, des systèmes de santé, etc. Ça, c'est totalement pervers, à mon avis. Donc, il y a des enjeux majeurs à ce niveau-là. Et puis, je pense qu'il y a vraiment besoin d'une réglementation, et pas plus tard qu'hier, parce que sinon, on va effectivement louper le train et puis on va se faire dépasser par nous-mêmes. Ouais. Je sais pas, Je sais que t'es un peu plus optimiste par rapport au futur, toi, souvent. Ouais, c'est ça. Puis aussi, mais c'est ça, mais c'est tellement intéressant surtout d'avoir ces discussions-là par rapport à l'IA parce que j'ai l'impression que c'est comme un petit peu l'informatique quantique. On a une idée de la technologie, mais c'est difficile de mettre vraiment là où est-ce qu'il va y avoir le plus d'impact. Puis même en ce moment, avec ChatGPT, on peut voir, OK, moi, en ce moment, c'est sûr et certain que l'impact se passe beaucoup au milieu académique. C'est normal, je suis un étudiant. Fait la tentation est grande de dire j'ai un travail, j'ai une question à répondre, telle chose. On va demander l'opinion à mon grand chum ChatGPT. Mais encore une fois, on dit on va utiliser l'intelligence artificielle pour, par exemple, espionner des pays ou de connaître, mais j'ai l'impression que c'est. En même temps, c'est peut-être moi qui ignore par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que c'est tout de même un outil qui est limité. Mais je pense qu'en disant ça, je pense que
Qu'est-ce que tu veux Il y a dire, un plus de outil limité? Ben, je sais pas. J'ai l'impression que c'est rare les personnes qui vont dire après, par exemple, ou que. Mais en même temps, non, c'est vrai, on a ChatGPT. Non, laisse faire. Non, j'avais l'impression qu'on avait de la misère à dire exactement ce que l'intelligence artificielle fait, un peu comme l'informatique quantique. C'est comme, ouais, il y a un potentiel de faire telle chose, de faire tel avancement, mais je sais pas. On parle toujours de risque, mais Ouais. le risque En fait, de quoi? moi, je serais curieux en fait de demander quand on croise des gens dans la rue, pour eux, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et puis comment l'intelligence artificielle pourrait les aider dans leur quotidien. Par exemple, on parle on a une population vieillissante là, et puis on parle de plus en plus d'essayer de garder les aînés le plus tard possible dans leur propre résidence, parce que plutôt que d'aller dans des maisons de retraite ou des choses comme ça, est-ce qu'on pourrait pas, on parle de domotique à une certaine époque, pour améliorer le quotidien de ces gens-là? Est-ce que l'IA pourrait aider le quotidien de ces gens-là? Est-ce qu'on peut l'utiliser dans un bon contexte, par exemple, pour une population vieillissante? Ça serait positif. Mais moi, j'ai quand même des doutes sur la nature de l'homme, hein, quand même. Donc, et puis, il y en a toujours qui vont l'utiliser dans un bon sens, mais évidemment, il y a toujours le mauvais côté. Donc, je pense qu'il y a toujours un risque. Il faut vraiment que ce soit encadré. Et le problème, c'est que la législation, il faudrait qu'elle se fasse à l'échelle internationale et pas simplement au Québec, au Canada ou dans certains pays, là, parce que sinon, justement, il y en a qui vont dire, là, à ce moment-là, si eux le font aussi, nous, il faut qu'on le fasse, sinon on va être dépassé. Donc, après, ça devient une course à qui l'obtient le plus rapidement. Et puis, mais il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Absolument. Hélas, le droit, comme nous on le sait bien, est une Machine discipline, contrairement à l'intelligence artificielle, qui progresse assez lentement. Pour tous les juristes qui écoutent. Mais ça va être un enjeu majeur pour les juristes, justement, ceux qui sont en droit à l'heure actuelle, tous ces enjeux de l'utilisation du quantique, l'utilisation artificielle et puis plein d'autres domaines. Système du droit, c'est un dinosaure. Ça va devenir complexe parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais connues et puis on n'a pas de loi pour ça. Et puis quand on n'a pas la loi, comment on fait pour la mettre en place? Il faut, donc ça devient un enjeu. Même, on le voit là à l'heure actuelle, pour l'enseignement, d'utiliser ChatGPT. Pourtant, on ne parle pas de grand-chose. Là. On parle d'utilisation d'un logiciel. Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on ne l'accepte pas? Et puis là, on est dans un débat qui va durer je ne sais pas combien de temps pour juste un élément de l'intelligence artificielle. Imaginons tous les domaines dans lesquels l'IA va s'impliquer. Donc, oui, c'est absolument vrai. Puis, on a mentionné quelquefois l'intelligence artificielle. Oui. L'informatique quantique. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des innovations peut-être potentiellement intéressantes dans ton domaine? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu... Disons que, encore une fois, nous, dans notre domaine, là, on était dans la découverte du médicament. On utilise l'IA pour essayer de développer des molécules à des fins thérapeutiques. Le quantique va nous permettre probablement d'aller une étape plus loin parce que, notamment, la puissance quantique va nous permettre d'accélérer les processus de découverte du médicament. Et puis, si je prends un exemple simple, lorsqu'on parle d'un récepteur, donc peu importe qui est sur une cellule, qui va recevoir le médicament, donc pour activer ou modifier l'activité d'une cellule, ce récepteur-là, quand le médicament se lie au récepteur, il va prendre différentes conformations, active, inactive, intermédiaire, il va prendre différentes positions de façon dynamique. À l'heure actuelle, on n'est pas capable, quand on prend une molécule, de la mettre sur ce récepteur-là, de le faire de façon dynamique. Le quantique va nous permettre d'accélérer et de voir les interactions à une résolution beaucoup plus fine. Donc, on va pouvoir améliorer le processus de découverte du médicament grâce au quantique. Oui, puis en plus, à Sherbrooke, on a... L'Institut quantique. Oui. Exactement, c'est ça, l'Institut quantique. Donc, il y a une belle effervescence dans ce milieu-là aussi. Là. Mais oui, tous les domaines de l'innovation, je trouve que je ne sais pas pourquoi, mais souvent, le premier réflexe de l'humain, c'est d'avoir peur
de l'innovation. J'ai l'impression que ça s'est passé dans beaucoup de contextes. L'Internet, ça l'a fait un petit peu la même chose. Les premiers, le téléphone cellulaire, je sais pas, mais il y a tout le temps cet élément-là de comme... Vouloir rester dans la zone de confort. Qu'est-ce qu'on connaît, c'est sécuritaire. Pas le nouveau. C'est ça, je sais pas. Je serais curieux, en fait. Est-ce qu'on serait capable, à l'heure actuelle, de revenir en arrière, de remonter le temps? Est-ce que si je vous dis à vous, aujourd'hui, demain, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de réseaux sociaux. Est-ce que vous allez être capable de vivre? Alors, attends, pensons-y une seconde. Moi, ma réponse, elle est oui tout de suite. Internet, non. Plus rien d'électronique, on va dire. Ouais, on enlève tout ça. J'imagine que oui. Mais c'est fou parce que quand on y pense, là, je vais répondre pour moi, ensuite je vais laisser Charles, mais quand on y pense, moi je me dirige dans un domaine, les affaires, où est-ce que ça peut se faire sans ordinateur, mais ce serait incroyablement difficile aujourd'hui d'enlever tout ça d'un coup parce que tout est fait en ligne. Ce podcast même serait impossible sans tout ça. Et moi, j'ai l'impression, la triste réponse pour ma part, qu'il y a des réseaux sociaux. Bon, le truc de l'addiction, tu sais, être sur TikTok, Facebook, ça, probablement que ce serait une chose bénéfique et forcée. Tu sais, comme une détox imposée que j'ai pas le choix, mais ça serait probablement très bénéfique. Mais ensuite, enlever tout le reste qui permet de faire, par exemple, un podcast comme ça, ou qui enlève tous les progrès par rapport à mieux gérer, je sais pas, son argent, son temps, les affaires, ça se fait entièrement virtuellement aujourd'hui. J'ai l'impression que ce serait pour moi très, très difficile de me retrouver une nouvelle direction dans la vie parce que ça remettrait en question absolument tout ce que je connais, tout ce avec quoi j'ai grandi et ça remettrait en question probablement beaucoup de choix de vie parce que maintenant, je me vais dans tel domaine. OK, mais là, tel domaine sans technologie, c'est autant intéressant. Je pense que je serais dans le néant pendant un bon 2 ans avant de me trouver. Et qu'éventuellement, je trouverais mon chemin, mais ce serait difficile. Toi, Charles? Ben moi, je pense que oui. Ah ouais? Ouais, je pense pas. Je pense que oui, parce que je suis un grand fervent croyant de la capacité d'adaptation de l'humain. Ah, ça, c'est vrai, par contre, puis, Charles. Puis, je pense que, je sais pas si ça prendrait 2 ans, mais je pense pas que ça serait si long que la société se remodèlerait un peu, se refaçonnerait d'une façon où est-ce que ça serait histoire du passé, ça serait correct, puis qu'il y ait un peu cette... Je sais pas, puis je pense que ça a le rapport aussi avec l'élasticité du cerveau. Là, on l'a parlé, je sais pas. Mais je pense que aussi, tu sais, on parle beaucoup de dépendance. Si on parle de douleur et qu'on revient à la douleur, on parle beaucoup de dépendance. Mais la dépendance aux réseaux sociaux, c'en est une autre aussi. Là. Il y a des gens, ils savent pas se passer de ça. Là. Même la nuit, il y en a qui se réveillent là, pour aller sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une question de... Moi, on m'a dit que c'est aujourd'hui, c'est la consommation rapide. Tu sais, tout ce qu'on voit, même les clips rapides aujourd'hui sont coupés en deux parce qu'il n'y a pas assez qui se passe dans le clip de 7 secondes. Faut que tu aies une vidéo de quelque chose qui joue, puis là, le podcast au-dessus, avec les lyrics, tout se passe rapidement. Puis là, c'est un petit surge de, je sais pas, dopamine, sérotonine, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ben, en fait, un mélange de tout ça. Parce que c'est sûr que quand tu utilises les réseaux sociaux, là, tu fais toujours activer ton cerveau dans des moments comme ça. Là, tu fais défiler ou des choses comme ça. Mais c'est pas mieux. On parle beaucoup de dépendance aux drogues, aux dépendances même aux jeux, dépendance à la nourriture, mais la dépendance à ce genre moderne, elle est tout aussi dangereuse, là. Puis la période de sevrage doit être très difficile pour... Et comment est-ce qu'on se prend en main? Et comment est-ce qu'on réussit à devenir productif? Parce que, tu sais, on peut passer... Je dois dire, des fois, tu passes 2 heures sur un truc, puis tu réalises où sont allées mes 2 heures. Et tu réalises pas à quel point ça draine de ton temps. En fait, j'ai l'impression qu'on réalise pas à quel point on a du temps par le fait qu'on en perd tellement. Comment est-ce qu'on prend les premiers pas pour se sortir de ça? Il y a même des compagnies maintenant qui interdisent ou qui bloquent les réseaux sociaux dans les compagnies, justement pour éviter cette problématique-là, pour éviter la non-productivité des gens au travail. Parce qu'en fait, il y en a certains qui font acte de présence et puis qui ne travaillent pas au final parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça, il faut s'instaurer une certaine discipline. Là. Moi, je n'ai pas cédé à la tentation, j'en ai pas. Donc, au moins, je prends pas de risque. Donc, ça, c'est certain. Je veux dire,
même quelquefois, je le vois dans le sport, tout le monde me dit « Ah, mais t'as pas répondu au sondage, t'es pas sur Facebook. » Non. Je dis « vous m'avez envoyé un courriel ou vous m'avez texté. Au final, ça revient à la même chose. » Si ça m'évite toutes ces formes de réseaux sociaux. En fait, j'essaye de rester loin de ça. C'est une discipline que tu t'inculques toi-même. Oui, et puis je trouve que ça donne un équilibre. Je trouve que de regarder tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, et puis quelquefois, quand vous regardez les réseaux sociaux, là, est-ce qu'il y a beaucoup de choses positives ou il y a beaucoup de choses négatives? Parce que ça influence aussi votre quotidien. Je veux dire, on dit qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont déprimés aussi, mais à regarder, à tout le temps être connecté comme ça. Qu'est-ce qui fait du bruit, tu penses? C'est ça, les choses négatives. Et puis, c'est ça. Et puis, on se nourrit de choses qui sont négatives. Je pense que c'est important aussi d'essayer de rester loin, de déconnecter de temps en temps. C'est bien de faire un peu de réseaux sociaux, c'est correct, là, mais pas toute la journée. Rassurez-vous, vous pouvez... toute la journée. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça même inquiétant, là. Ouais. J'ai l'impression que les gens qui sont complètement hooked, je ne dirais pas que j'en suis un, en tout cas, j'espère, mais j'ai l'impression que ce qui manque cruellement aujourd'hui, c'est justement ce dont tu parlais, cette discipline, cette façon de ordonner un peu à son cerveau, de se prendre en main et lentement améliorer sa vie. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui manque cruellement parce qu'on cherche toujours le petit bonheur rapide qui peut nous donner rapidement la petite dopamine, quelque chose. Et là, on en cherche encore et on en cherche encore et on trouve toujours la solution la plus rapide et la moins douloureuse pour nous. Mais ce qui se retrouve à la solution la plus plate, ce serait de tout éteindre. C'est probablement la solution la plus douloureuse, mais probablement la meilleure aussi, non? Peut-être. Peut-être pas tout éteindre, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Du moins, c'est ça, d'avoir ce détachement. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Puis, dans le... non, j'ai juste... Perdu ta question. Si tu veux, j'en ai une en banque. Ouais, vas-y. Là, je dérive un peu, mais on pourra revenir à ton sujet. Alors, Philippe, j'ai toujours trouvé que tu étais une personne très, très... comment dire? Bon, là, on va pas parler de l'optimisme par rapport au IA, mais j'ai toujours trouvé que, généralement, tu étais une personne très optimiste. Toujours qui affichait une joie de vivre assez claire. Et je sais pas si ça vient de la passion, mais je me demande, est-ce que c'est difficile à maintenir? Est-ce que c'est naturel? D'où ça vient, cet optimisme, cette joie de vivre? Toujours un sourire sur le visage quand tu vois les gens. Est-ce que c'est difficile? D'où ça vient, tout ça? Oui, je te dirais qu'en fait, il y a quelquefois des périodes où c'est moins rose que d'autres. Là. On ne se cachera pas là, en recherche. Et puis, il y a des hauts et des bas. Mais je dis quelquefois aux étudiants, parce que quelquefois, ils sont à la maîtrise ou au doctorat, et puis les résultats, ils ne sont pas ce qu'ils espéraient. En fait, les résultats ne confirment pas l'hypothèse ou les résultats sont plutôt négatifs. Mais comme je leur dis, on apprend tout autant des résultats négatifs que des résultats positifs. Personnellement, là, c'est sûr que d'un point de vue scientifique, des résultats négatifs, ça se publie moins bien dans une carrière. Ce qui est d'ailleurs dommage, parce que des résultats négatifs, si on les publiait, ça éviterait à quelqu'un d'autre de refaire la même bêtise. Mais bon, ça, c'est un enjeu toujours pareil de mettre dans les publications les aspects positifs et jamais les aspects négatifs. Jamais de publications qui vont vers publier des résultats très négatifs. Donc ça, c'est un enjeu. Donc je pense que ce côté-là, ça serait important de l'améliorer. Mais comme je leur dis toujours, quand on tombe, c'est toujours pour mieux se relever. Donc quand tu as quelque chose qui ne marche pas, prends ton courage à deux mains et puis serre-t'en justement pour te relever et pour mieux avancer dans ta recherche. Et puis ça, c'est aussi bien valable pour la recherche, mais que dans la vie au quotidien. Donc, je pense que c'est un élément qu'il faut toujours être capable. C'est peut-être je dirais, c'est peut-être une question, parce que moi, je suis fils unique, donc j'ai toujours eu à m'occuper dans la vie familiale des choses qui, en fait, pour ma mère, parce que quand elle était malade ou quand mon père est décédé très jeune, ça, c'est des éléments que j'ai été obligé de me relever tout de suite là, et de réagir. Je pense que ça aussi, ça forge le caractère. Et puis d'avoir finalement toujours les choses d'un point de vue positif, même si quelquefois, il y a des choses qui ne prêtent pas forcément à sourire, regarde, ça passe au-dessus et puis il faut être capable de faire la part des choses. Là. Est-ce que ça va vraiment être important? Non.
C'est comme Donc, tu as dit, Charles, ça, à un dernier podcast, on parlait de la douleur et le fait que voir le positif dans tout, parce que même quand tu vis une épreuve très difficile, le positif là-dedans, c'est après ce qui vient après. Ouais. C'est le développement personnel, c'est le fait qu'on se relève plus fort que jamais, on se relève avec des leçons apprises. Ouais, Et puis, souvent, et puis une chose qui est bien importante, hein, quand je dis ça, il faut toujours penser que tu n'es jamais seul. Là. L'important de justement de toujours avoir l'entourage, même pour le traitement de la douleur, c'est important d'avoir un entourage qui est compréhensif, qui va t'accompagner. C'est vraiment important parce que quelquefois, on le disait tout à l'heure, c'est pas toujours évident de cerner ce que c'est la douleur. Tu sais, il y a certaines formes de douleur, on n'arrive même pas, même les médecins sont pas capables de dire exactement d'où vient l'origine de la douleur. Donc, quelquefois, il y en a qui pourraient dire ah, mais est-ce qu'il y a vraiment mal ou pas? Mais le côté compassion de la famille, des amis, c'est vraiment important dans le processus de réhabilitation de la personne. Donc, s'il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, et puis ça s'applique à la douleur, mais ça s'applique dans plein de domaines, bien évidemment. Donc, d'accompagner la personne qui est en souffrance dans son processus, ça, c'est une forme de... C'est la meilleure forme de guérison pour la personne. Ouais. Puis, est-ce que aujourd'hui, là, qu'est-ce qui te fascine le plus actuellement? Est-ce que c'est encore ton domaine? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis... Il y a quelque chose de nouveau dans ta vie qui te fascine, que tu sens cette passion renouvelée-là? Parce que ça fait combien de temps que tu fais de la recherche dans ce domaine-là? Trentaine d'années. Est-ce que cette passion-là, est-ce que cette flamme-là... Je dirais que c'est l'évolution à la fois du domaine des sciences et des technologies qui est en pleine mouvance. Dans certains cas, là, par exemple, on trouve que l'IA avance trop vite là, en une période de temps, mais il y en a certains domaines, comme dans la pharmacologie, dans laquelle je m'intéresse, où c'est intéressant de voir l'évolution des concepts. Je vais donner un exemple peut-être tout simple. Il y a 40 ans, d'ailleurs, il y a eu un prix Nobel pour ça, Robert Lefkowitz, la découverte des protéines G et puis des bêta-arestines. Ce sont deux protéines qui sont activées suite à l'activation d'un ligand sur son récepteur. Donc là, c'est un concept de pharmacologie. Un ligand lié à son récepteur, il active différentes voies de signalisation. C'est ce qu'on va appeler un agoniste. Il y a eu la notion d'antagoniste. Qu'est-ce que fait un antagoniste? C'est qu'il bloque l'activité de l'agoniste, donc il bloque l'activité du récepteur. Mais ce concept-là, au jour d'aujourd'hui, on l'entend encore beaucoup, on le voit encore beaucoup dans les articles scientifiques, mais cette notion-là a complètement changé dans le domaine de la pharmacologie. Parce que même des antagonistes qui ont été catégorisés par plein de compagnies pharmaceutiques comme des antagonistes, si on les sort des tablettes et qu'on les crible maintenant sur ces mêmes récepteurs, on va se rendre compte que ce n'est pas des antagonistes. Ça a changé. Ça a changé, la notion. C'est-à-dire que maintenant, quand on a un récepteur, il va pouvoir activer différentes voies de signalisation. Et puis, je prends par exemple dans le domaine de la douleur, pour les opioïdes, par exemple, la voie protéine G est associée aux effets bénéfiques, par exemple à l'inhibition de la douleur, donc à l'effet analgésique. Et puis la voie bêta-arestine est reliée à la voie où il y a les effets secondaires, les problèmes de constipation, les problèmes de dépendance, les problèmes de dépression respiratoire. Donc, si on est capable de développer des molécules on appelle des molécules non pas balancées, mais des molécules biaisées, qui vont être capables d'activer une voie de signalisation plutôt qu'une autre, eh ben, on pourrait faire, par exemple, des opioïdes qui provoquent de l'analgésie sans avoir les effets secondaires. Donc ça, cette notion-là, il y a 30 ans, elle n'existait pas. Donc, pareil, l'évolution des technologies nous permettent d'aller dans l'infiniment petit. Hein. Je veux dire, les techniques de microscopie à l'heure actuelle ou d'imagerie médicale sont tellement améliorées qu'on est capable d'améliorer notre compréhension du fonctionnement de notre organisme ou de notre cerveau. Donc, je trouve que moi, ce qui me motive dans la recherche, c'est cette évolution-là des technologies, l'évolution des concepts. Et puis, même, c'est assez marrant, même des publications qu'on a fait il y a 20, 25 ans, ben, au final, maintenant, elles sont... à cette époque-là, le concept était vrai. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il est complètement désuet. Est-ce que c'était faux à l'époque? Non.
Maintenant, on se rend compte que c'est Ça a faux. servi à faire avancer à l'époque. Ça a permis de faire avancer à l'époque. Mais maintenant, quand on regarde, on relise certains articles, on se dit hey, c'était vraiment de la... Moi, j'imagine écrire l'article. 20 ans plus tard, t'es comme bon, j'avais clairement pas raison, là, mais bon, on va pas épiloguer. Ouais, c'est ça. mais c'est vrai, mais c'est comme... Mais justement, c'est là où c'est important d'être capable, en recherche, de se remettre en question. Parce que l'évolution des technologies, l'évolution de la science, ça évolue tellement vite qu'il faut être capable de se remettre de façon perpétuellement en question. Ça doit être épuisant quand même de se remettre perpétuellement en question. C'est pas tous les jours quand même. Non, c'est ça. Pas, là. mais oui, je pense que c'est important. Et c'est important de le faire, je trouve. Parce que justement, il faut être capable d'avoir cette plasticité-là, ouvert à ce que les choses qu'on a publiées puissent être erronées, en fait, quelques années plus tard. Là. Puis, est-ce que tu as confiance en l'avenir? Est-ce que tu as confiance au futur? On a parlé tantôt, les jeunes sont stressés un peu, le futur est incertain. C'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que tu as confiance en ce qui nous attend dans les prochains temps? Je peux comprendre, en fait, que les jeunes, à l'heure actuelle, trouvent le futur un peu terrifiant, mais c'est parce qu'on n'arrête pas d'en parler. On n'arrête pas de dire que il y a l'environnement, la couche d'ozone, et puis le réchauffement climatique, et puis ça, on en parle tous les jours. Je veux dire, si tu es déconnecté des réseaux sociaux, tu en entendras nettement moins parler. Même les médias n'arrêtent pas de véhiculer que les choses négatives. Donc, c'est sûr que quand on regarde un journal télévisé, là, si on regarde, on entend parler. Si on regarde vraiment ça, il y a les meurtres à tel endroit. D'un côté, c'est les changements climatiques. Après, c'est la guerre en Ukraine. Après, c'est les enjeux d'IA. Après, si on écoute tout ça, là, c'est vraiment démoralisant. Ah oui, l'inflation, je l'avais oublié en ce moment. Si on prend tout ça au pied du mur, c'est sûr que c'est démotivant, c'est décourageant. Moi, je le vois avec une philosophie beaucoup plus positive, là, heureusement, là, parce que si on veut aller de l'avant, il faut voir avec ça, d'un point de vue positif. Mais c'est vrai que les jeunes le voient, et puis je peux le comprendre, le futur est plus vu de façon obscure à l'actuelle, ou peut-être pas obscure, mais déstabilisant, oui. Donc, et puis, je dirais que le contexte géopolitique à l'heure actuelle... pas simplement la guerre en Ukraine, mais le problème de conflit potentiel entre la Chine et puis le Taïwan, et puis entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et puis les enjeux en Amérique du Sud, on n'avait pas parlé aussi des famines, et puis... Comment on coupe à travers tout ça? En Afrique. Donc, déconnectez-vous des réseaux. C'est ça, je pense aussi. Le fait qu'on en parle trop. On en parle vraiment trop. Est-ce que vraiment il y a une évolution tant importante? On a l'impression que en fait, moi, l'impression que ça me donne quand j'écoute les informations sur le réchauffement climatique, j'ai l'impression qu'en l'espace d'un an, on a accéléré le réchauffement climatique d'un siècle. En l'espace, tellement on en parle souvent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'on en parle vraiment trop, là. Moi, j'ai une question pour toi, un peu plus personnelle, mais pour des jeunes qui vivent quelque chose de difficile, parce que c'est ça, à cet âge-là, on se remet en question facilement, on doit faire face à l'incertitude du futur, et tu vis des trucs difficiles. Je sais que tu as perdu ton père, en fait, tu l'as mentionné, à 19, 20, 21, quelque chose autour de ça. C'est un peu un âge critique où est-ce que tu vas pas... C'est pas à 10 ans où est-ce que c'est comme pas plus facile, mais disons, tu as vécu moins de trucs, mais il te restait encore beaucoup de trucs à vivre. Tu es juste à l'âge où est-ce que ça fait vraiment mal, et je me demande, comment tu te relèves de ça? Comment tu fais face au futur avec ça? C'est quoi les étapes à faire? Comment tu vis ça? C'est en fait une bonne question. Tu sais, je te dirais que j'ai entendu des chiffres qui m'ont fait un peu sauter au plafond. Et puis ça, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Mais pendant la pandémie, le nombre de jeunes de moins de 20 ans qui se sont suicidés, on parle de jeunes de 10, même des très jeunes, on ne parle pas simplement d'ados, là. C'est allé jusqu'à des jeunes de 10 ans. 10 ans? 10 ans. Comment on peut, à cet âge-là, penser au suicide? Tu sais, je me le dis, au moment où tu dois jouer, que tu dois avoir des activités avec des amis ou des choses comme ça.
Et puis, on n'en parle pas, c'est assez tabou dans les médias, pour la simple et unique raison qu'on ne veut pas non plus que ça se multiplie. Mais je trouve ça, c'est un enjeu majeur pour la société de faire que nos jeunes soient en santé. Il y a une forme... quand on voit les sondages, quand on voit le nombre de jeunes qui sont anxieux, qui sont dépressifs, je pense que l'important, c'est d'être bien entouré, encore une fois. Je pense que d'avoir des activités sociales entre amis ou que ce soit à l'extérieur, sportive, ou je pense que ça, c'est une forme de rééducation aussi pour les gens qui sont plus susceptibles à développer ce genre d'anxiété. Qui vivent quelque chose comme tu as vécu. Oui, c'est ça. Je pense que... Oui, c'est ça. Moi, je me suis mis dans le sport encore plus à fond à ce moment-là, mais je veux dire, chacun va trouver une certaine forme différente, évidemment, d'exutoire. Il y en a d'autres, j'en ai connus, qui se sont mis dans la lecture, dans l'écriture. Moi, c'était le sport, mais je pense que c'est ça, en fait. Il faut se trouver une passion. Il faut se trouver quelque chose à faire dans lequel on croit et qu'on a envie d'accomplir. Se rappeler que la vie n'est pas terminée avec ce qui se passe en ce moment, sortir de ça un peu. Ouais. Mais ça, je pense que c'est une très bonne façon de... Attends. Ouais. J'en ai une dernière... en fait... j'allais dire conseil pour les jeunes, mais... Mais c'est exactement ça. Trouve une passion, trouve une façon de sortir de ta tête, trouve une raison d'exister, en fait. Dans ce domaine dans lequel tu crois qu'il y a de l'avenir. Ouais. Philippe Sarret. Et puis, c'est pas les jeux en ligne, là, entre amis, à distance. Moi, ce que j'appelle jouer ensemble, c'est un sport collectif ou quelque chose comme ça. Être encore connecté au travers des écrans, c'est pas forcément la solution que je vois comme une solution réparatrice. Juste avant de clore, je vais te penser à un truc un peu drôle pour finir un peu plus sur une touche de légèreté. Ouais, plus positif. C'est une personne qui n'est pas du tout sur les médias sociaux et d'un certain point, tu es inatteignable. Et là, on t'a sur un podcast. On s'entend parler des sujets tabous, controversés, ça suscite des émotions, mais on a raté une opportunité en or de se faire une liste de tous les sujets hyper controversés. Parce que Philippe, en fait, personne ne peut lui faire mal par les réseaux sociaux. Genre, t'as parlé de ça. Personne ne peut l'attaquer. Il est inattaquable. On a raté. Comme Philippe, une personne inspirante, positive et tout à fait fascinante. Et je te remercie pour la discussion. On te remercie. Merci beaucoup. Ça fut un plaisir. Toute une belle discussion, mon Paul, aujourd'hui. Hein? Méchante belle discussion, Charles. Qu'est-ce que tu en retiens? C'est quoi ton point of interest? Bel anglais. Pardon. Mais en fait, moi, le point qui me le plus... En fait, que je me rappelle le plus, c'est vraiment... Ça m'a surpris que Philippe Sarret, un homme qui est occupé, qui est directeur de l'IPS, qui a ses labos de recherche, n'est pas sur les réseaux sociaux. Et professeur titulaire. N'est pas sur les réseaux sociaux. Comme quoi, ça prouve qu'on peut avoir du succès même en étant déconnecté des réseaux sociaux, parce qu'on s'entend que pour nous, surtout notre génération, on est omniprésent sur les réseaux sociaux. Oh. LinkedIn, Facebook, Instagram, Snapchat, name it, il y en a autant qu'on veut, mais lui, il l'est pas, et pourtant, on peut dire qu'il y a une carrière qui est très enviable. Très remplie. Et voilà, très remplie. Et toi, Paul? Premièrement, j'aimerais juste dire que le premier réseau qu'il a nommé, c'est LinkedIn. Encore une preuve que Charles est une vieille âme. Moi, ce que j'ai adoré, Philippe, c'est un petit point, pas très notable dans la discussion, mais quand il a parlé de la chose qu'il ne coupe pas pour garder l'équilibre dans sa vie, parce qu'il a un horaire de fou, il dort 5 heures par nuit, c'est il ne coupe pas le sport. Et ça m'a vraiment rejoint parce que moi, ça m'a refait penser à mes sessions d'études où est-ce que, même durant la semaine des examens, en fait, où est-ce qu'on pense aux gens pour nous qui sont présents dans la bibliothèque 24 heures sur 24, moi, la chose que je priorise, c'est même pas l'étude, mais c'est est-ce que j'ai fait mon jogging aujourd'hui, est-ce que j'ai fait mon workout aujourd'hui, est-ce que j'ai eu cet échappatoire? Et je trouve que ça m'amène un équilibre éblouissant. Et j'oserais dire que probablement que ça aide avec les notes. Je pense que Charles a une expérience similaire à la mienne à ce niveau-là. Donc, si vous faites du sport, continuez à en faire, priorisez ça dans votre vie. C'est une belle chose. C'est une chose qui va vous amener beaucoup de succès dans beaucoup de sphères de votre vie.
Et oui, ça, c'était mon... Absolument, puis c'était un excellent point fort. Ça m'a aussi rejoint beaucoup, comme Paul l'a dit. Écoutez, merci beaucoup de votre écoute. On se revoit la prochaine fois. Comme d'habitude, si vous avez des idées d'invités, des commentaires, des suggestions, n'importe quoi, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir.